Bienvenue dans votre émission Comment se maintenir en bonne santé. Nous allons recevoir aujourd'hui Annick Gutstein, que vous connaissez déjà parce que on a pu entendre son témoignage le 12 octobre lors de l'émission où elle parlait de son cancer et puis aussi de sa vie mouvementée avec tous les événements de vie qu'elle a eus. Et aujourd'hui, on va la recevoir parce que les médecins ne trouvent plus de solution pour pouvoir l'accompagner dans la guérison de son cancer, et on lui a fait comprendre qu'il lui restait peu de temps. Donc elle souhaite, et c'est pour ça qu'on fait ce témoignage, elle souhaite qu'on parle de comment bien l'accompagner maintenant vers une belle mort. En fait, c'est comment se maintenir en bonne santé pour mourir en bonne santé, mourir avec sa tête et mourir surtout dans la dignité. Donc je laisse la parole à Annick Gutstein qui va vous expliquer quel est son chemin depuis le 12 octobre. Vous en connaissez déjà un petit bout de son histoire, on peut réécouter en podcast. Donc Annick, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir témoigner ? Je pense que la société telle qu'elle fonctionne actuellement nous vole notre mort. Et moi, je ne veux pas que ma mort soit inutile. Je veux pouvoir témoigner qu'on peut, après un chemin de vie tourmenté, aborder la mort avec sérénité. Alors quand je dis que notre système fait que notre civilisation, même plus que notre société, fait que la mort est devenue tabou, la maladie est devenue tabou, et que je trouve ça inadmissible. Je suis révoltée depuis que j'ai poussé mon premier cri, et je serai révoltée jusqu'à mon dernier cri. Donc, mon parcours a fait que j'ai fréquenté les urgences à Grenoble à plusieurs reprises. On sait qu'il se pose là-bas beaucoup de problèmes. Je ne voudrais pas stigmatiser l'hôpital de Grenoble. Je veux le donner comme exemple d'un mal-être de notre société, un mal-être en relation avec la mort et la maladie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'avec un peu d'effort, nous pouvons tous réussir à accepter la mort, la nôtre, celle des autres, et l'aborder avec sérénité, à condition qu'on ne la cache pas, que ce ne soit pas des sujets tabous tels qu'ils le sont actuellement, qu'on apprenne à nos jeunes que la mort, ce n'est que la continuité de la vie, et que la maladie, ça fait partie de notre parcours. Et que vouloir mettre ça de côté, comme les cimetières sont mis hors des villages, les personnes âgées dans des EHPAD, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais il y aurait beaucoup à dire. Et moi, en tant qu'individu qui a une parole, je veux que cette parler pour les sans-voix, pour ceux qui meurent isolés dans la souffrance et dont on ne parle pas. Et ça peut être vous, ça peut être toi, ça peut être vous qui m'écoutez. Donc en fait, tu nous dis que la pire des choses, c'est l'abandon. L'abandon et le non-dit. Le non-dit, je vois les réactions des personnes qui apprennent ma mort prochaine. Ce malaise, il existe dans notre société, dans notre civilisation. Allons voir ailleurs comment ça se passe. Et on sait ailleurs qu'on peut aborder les choses de la vie, les choses de la mort avec sérénité. Donc on ne peut pas appréhender une personne
notamment dans les soins palliatifs, dans lesquels tu n'es pas, tu aurais pu te retrouver en soins palliatifs. Donc, d'appréhender à la fois le corps physique et le corps mental, c'est-à-dire t'appréhender toi avec ton histoire, avec apprendre à écouter. Est-ce que tu trouves de l'écoute à l'hôpital ou autour de toi? De l'écoute, non, mais la responsabilité en est à notre civilisation, notre façon de fonctionner. Il y aurait tellement de choses à dire. Je n'incrimine personne. Je veux bien, je trouve des circonstances atténuantes à tout un chacun de vouloir écarter la mort, la maladie. Mais je dis que nous sommes prisonniers d'images, images de la beauté, de la jeunesse, encouragées par les publicistes, par les lobbies, par tout un système de fonctionnement qui fait que nous ne sommes plus que des consommateurs, y compris consommateurs de la mort. Il y a tout un marché autour de la mort. J'ai payé mon incinération. Ça coûte 5 000 €. Je trouve ça scandaleux que des gens gagnent de l'argent sur la mort des autres. J'ai pu payer ces 5 000 €. J'ai une parole. On peut m'entendre. Mais combien de personnes sont mortes dans l'anonymat, sont morts sans hommage? Et ça m'est insupportable. Donc Annick Goustein, quand elle va aux urgences, elle n'existe plus. C'est son cancer qui existe. Donc on accueille son cancer aux urgences et on n'accueille pas Annick Goustein. Donc Annick Goustein devient en quelque sorte un numéro. Exactement. On est une maladie. On est un malade. Or, je ne suis pas une maladie. J'ai une maladie. Toute la nuance est là. Et quand on me reçoit, je ne dis pas accueillir parce que ce n'est pas un accueil, et quand on me reçoit dans un univers carcéral, j'allais dire, mais hospitalier, on ne voit que le corps malade qui a des symptômes. On s'adresse à ces symptômes sans s'adresser à la personne, qui, pour moi, l'individu est un individu global. Corps, cœur, esprit. Donc on peut maintenir en bonne santé, vu que c'est le sujet de l'émission, on peut se maintenir en bonne santé tout en ayant une maladie passagère ou pas. On sait très bien que je suis à mon 3e cancer, les 2 autres ont été guéris. Celui-là, il ne le sera pas. Mais on a la double peine, c'est dit souvent, pour trouver un emploi, pour avoir un emprunt. Si vous avez eu un cancer, c'est très difficile. On punit aujourd'hui, je pourrais faire un témoignage également sur la maladie mentale, puisque j'ai été internée 6 fois. On me soigne pour, paraît-il, une schizophrénie. Je suis soi-disant stabilisée avec des médicaments. Mais à aucun moment on n'a voulu relier ma part mentale de somatisation avec, oui, la part mentale de somatisation. Un cancer, une maladie, un mal a dit. Donc il faut écouter ce que nous dit la maladie. Elle nous dit, tu es en dysfonctionnement là. Modifie quelque chose sur ton parcours, dans ton parcours. Et dans ton parcours, tu m'as déjà parlé de tes grands-parents, je veux dire de leur histoire avec la barbarie des années 40. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? On va pas partir dans tous les sens, non, Pierre. justement, c'est pour ça que... Mais c'est sûr que chaque individu a une histoire et que la maladie est aussi la résultante de l'histoire de nos ancêtres. On peut être très bien le symptôme de la maladie de nos ancêtres. Comme le malade mental, on dit souvent, est le symptôme de la pathologie familiale. Voilà, je lance des sujets sur lesquels on peut rebondir
et sur lesquels je peux revenir si certains sont intéressés par ça. J'ai 67 ans, une expérience de vie. Aujourd'hui, les seniors ne savent plus comment se situer dans notre société. La transmission n'a plus lieu d'être. On s'ouvre sur un monde différent, nouveau, grâce ou à cause ou parce que la technologie a pris le pas sur la philosophie, sur l'humanisme. On crée des objets dont on ne connaît pas l'usage exactement, mais dont on crée le besoin de l'usage, de son usage. Non mais on reconnaît quand même dans notre société d'aujourd'hui, on a su saluer Simone Veil qui a été enterrée avec son mari, quand même qui était un exemple de femme. Je pense que tu m'en as déjà parlé, que ça te parle de quelque chose. Donc c'est cet exemple-là, on l'a honoré aujourd'hui quand même. À quelle fin on l'a honoré? Comment on l'a honoré? Qui on a honoré à travers elle? Une femme exceptionnelle, d'accord. Mais combien de femmes sont exceptionnelles aujourd'hui, Pierre? Combien d'hommes sont exceptionnels? Quand on parle de travailleurs pauvres, quand on parle de délit de solidarité, prenons 5 minutes de recul et voyons ce que ça signifie en tant qu'humain d'employer de tels termes. Je parle des sans-voix parce que j'aime parler des sans-voix, de tous ces gens enterrés à la va-vite. Il existe une association d'aide à l'enterrement, à la crémation de personnes sans logis, de personnes qui vivent dans la rue, qu'ils aient un hommage. J'ai un chien qui est malade, qui ne va pas me survivre parce qu'il est devenu malade. Il y aura plus d'égards pour lui que pour le monsieur qui faisait la manche dans le supermarché hier. Je trouve que la cause animale est une cause merveilleuse. Mais quand on arrive à manger des cadavres, je ne dis pas qu'il faut être végétarien, mais la façon dont on aborde, je crois que c'est Elisabeth Arendt qui a écrit un livre qui qui montre que les abattoirs aujourd'hui ressemblent étrangement aux convois de juifs pendant la guerre. C'est-à-dire, les animaux arrivent à l'abattoir stressés et on mange de la viande stressée. On mange du cadavre. On mange des antibiotiques. Vous voyez, le cadre est vaste. On peut aborder ça sur différents points de vue. On peut se perdre dans ces points de vue. Donc, je vais recentrer le débat en disant il faut écouter les sans-voix. Ils sont au plus près de la vérité. Parce qu'ils vivent, ils sont les héros d'aujourd'hui. Les gens qui dorment dans leur voiture et qui travaillent. Quand on s'occupe des sans-voix, des gens qui dorment dans leur voiture, on en ressort élevé. C'est-à-dire, quand on tend la main vers l'autre, ça élève tout le monde. Est-ce que... C'est pour ça que le délit de solidarité, effectivement, peut être une ineptie quelque part. Rien que les termes, on s'arrête 5 minutes sur les termes. Un délit de solidarité. Alors que dans notre Constitution, il est écrit égalité, fraternité, liberté, bien sûr. Liberté. Il n'y a pas le mot solidarité. Mais c'est étrangement proche du mot fraternité, du mot égalité. Et la liberté, est-ce qu'on ne l'obtient pas justement grâce à la solidarité? Et pour en revenir aussi à comment se maintenir en bonne santé, là, donc, de ce que tu m'as raconté, que
que le médecin ne veut plus te proposer de chimio parce que ton corps ne... Le supporterait plus. Oui, je suis très affaiblie. Je me suis cassé une vertèbre au mois de novembre en tombant. Je me suis cassé un os à l'aine. Oui, au niveau du col du fémur. Oui. Donc je ne marcherai plus. J'ai fait médicaliser. Je dois dire que je me suis occupée seule parce que les travailleurs sociaux sont débordés aussi. Donc j'ai eu la chance d'avoir un peu de bagou, je dirais. J'ai la chance d'avoir un réseau d'amis. J'ai la chance de ne pas dormir dans ma voiture. Donc, je profite de ça pour parler pour... Comment accueilles-tu quand ton médecin t'a dit peut-être dans 3 semaines si vous êtes encore là, en gros. Oui. Et comment on peut accueillir le doute? Non, je l'accueille comme un rapport de confiance que j'ai établi avec mon oncologue. Je ne veux pas qu'on me cache la vérité. Je veux être présente à la seconde de ma mort. Je vais être vivante jusqu'à ma mort. Et dignement. Donc on ne me cache rien. Ma maison est médicalisée maintenant. Je sollicite beaucoup de personnel. J'en suis consciente. Et je dois aux gens qui se dévouent pour moi de donner quelque chose de moi. Et l'après Annick, que vont penser des jeunes qui ont 13 ans aujourd'hui, qui ont 18 ans, tous ces jeunes que tu t'entoures, qui ont 50 ans de moins que toi quand même presque? Oui. Oui, comment ils vont accueillir la mort après Annick? Tu m'écriras une lettre et tu me le diras. Tout à fait. Oui, non, mais parce que tu veux transmettre aux jeunes, tu m'en parles beaucoup de la transmission. La transmission, j'ai des origines juives et la transmission est très importante chez les juifs. Et j'ai un héritage extraordinaire puisque j'ai des origines juives et catholiques et que mes grands-parents catholiques sont des justes devant la nation parce qu'ils ont sauvé ma famille juive. Et avec un tel héritage, je me dois d'être à la hauteur. Et j'espère pouvoir l'être jusqu'à la dernière seconde. Donc cette transmission, je la perpétue à un moment où les seniors ne trouvent plus leur place. On ne dit plus les vieux, on dit les seniors. On ne dit plus les sourds, on dit les malentendants. Alors ce puritanisme, j'ai envie de dire, ne me convient pas du tout. Les non-dits ne me conviennent pas du tout. Je crois qu'il faut redonner la parole à l'humain. Voilà. Et bon, avant la pause musicale qu'on va faire dans quelques minutes, j'aimerais poser cette question de la relation d'Annick par rapport à elle-même, de l'empreinte que quand je parlais de transmission aussi, il y a l'empreinte qu'on laisse, et de quelle empreinte, quand on va revoir réécouter cette émission de radio dans quelques années, est-ce qu'on aura avancé? Quelle empreinte on va laisser derrière tout ça? Je vous laisse le soin à vous qui écoutez, qui peuvent être touchés par ce que je dis, interpellés. Je vous laisse le soin de continuer le combat. Parce que c'est un combat. C'est un combat de l'humain contre l'inhumain. Je ne vois pas ça en termes de bien ou de mal. Disons que le propre de l'homme, c'est la conscience. Et la conscience rime avec confiance. Est-ce qu'on peut, quand on a confiance en soi-même, on a naturellement confiance aux autres. La confiance rime avec conscience. On peut accueillir l'autre. Tu affirmes quelque chose, Pierre. Oui, voilà. Tu affirmes quelque chose. Moi, je pose la question. C'est Marie-Lise, salut! Alors, je te demanderai de reformuler ta question.
Oui, on le fera juste après la pause musicale. Merci Annick, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il me semble que c'était une pause musicale qui a été choisie par toi, Annick, parce que ça va. Tu as choisi tes morceaux de musique pour le jour où tu partiras. Je crois qu'il en fait partie, ce morceau-là qu'on vient d'écouter, ce joli morceau d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai préparé mon incinération et j'ai choisi les musiques. Et pour dire deux mots de mon incinération qui n'est pas forcément connue, on peut se faire incinérer dans une urne biodégradable dans laquelle on met une graine d'arbre. Et de vos cendres, de nos cendres, naîtront des arbres. Voilà, c'est une façon de perpétuer la vie. Et de cet arbre, j'ai choisi un tilleul pour que mes amis, ma famille, puissent boire du tilleul en disant « Tiens, on boit le tilleul d'Annick ». Et d'ailleurs, dans l'allée des Justes à Yad Vashem, c'est une allée où il y a un arbre par juste. Exactement. Voilà. Et donc, pour revenir à aujourd'hui, tant qu'on est vivant, comment va-t-on faire pour que tu sois la plus épanouie, la plus heureuse? Et les jeunes vont venir te voir régulièrement? Comment ça va se passer là? Je crois que chacun a les ressources nécessaires à son parcours. Et ce que j'aimerais avoir transmis aux jeunes que j'ai et aux moins jeunes, cette idée-là, qu'ils ont chacun la force d'affronter les difficultés de la vie. Ils l'ont en eux, cette force. Et c'est en eux qu'il faut la trouver. Que chacun a sa porte. Chacun a la porte qui va ouvrir. Et il ne faut pas perdre son temps, à mon avis, en voulant emprunter la porte de son voisin. Donc trouvez votre porte, ouvrez-la et foncez. Mais tous ces moments de désespoir, où on a été un petit peu les témoins, ci et là, et ces moments de colère, parce que la colère, elle fait partie aussi de ce qu'est Annick, la colère, l'amour, cet admirable, cet admirable témoignage que tu es en train de faire, avec quand tu sais que tu n'as peut-être que 15 jours devant toi, quoi. On grandit jusqu'au dernier souffle. Je grandis avec cette maladie-là. Chaque jour, chaque seconde, j'apprends. Et j'apprends à me découvrir et à découvrir les forces que j'ai en moi. Et si moi j'ai cette force, toi tu l'as aussi. Il suffit de frapper à la bonne porte. Notre porte. Et donner du sens à la vie, jusqu'à ce dernier souffle que tu parles. Donner du sens aujourd'hui, c'est quoi donner du sens pour toi? C'est vivre, c'est notre raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est la vie. Il ne faut pas passer à côté. Oser. Un mot que j'aime beaucoup, c'est oser. Oser. Indignez-vous, comme disait notre ami Essel. Indignez-vous et osez. Donc, après cette vie, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y aura. Parce que quand même tes origines slaves, tes origines juives, tes origines chrétiennes, tes origines... tout ça fait que... À qui tu t'adresses pour à l'univers. L'univers, dans certaines catégories de personnes, on parle du grand architecte. J'aime bien cette notion.
le grand architecte. Mais pour moi, c'est l'univers. Et on n'est pas apte, actuellement, à appréhender l'éternité, le vide. On n'est pas apte mentalement à imaginer ces choses-là. Parce qu'on n'a pas les capacités cérébrales. Donc, on peut partir dans tous les délires. Soit c'est un monsieur avec une grande barbe blanche qui m'attend là-haut, avec une clé. Soit c'est un bûcher bouillant. Soit c'est quelque chose que je n'imagine même pas. Et comme j'aime les surprises, eh ben on verra bien. Et ben voilà un bel espoir. Et puis alors comment tu appréhendes, parce que même aujourd'hui, ou même il y a quelques jours, ou dans quelques jours, il y aura toujours quelqu'un qui va venir se plaindre de sa santé, quelqu'un en bonne santé qui va dire « Oh, j'ai mal au dos, oh, j'ai mal ceci ». Comment tu accueilles toi qui est quand même avec... Il n'y a pas d'échelle de souffrance. Je veux dire, je considère je considère la personne dans son ensemble. Et si elle me dit qu'elle a mal au dos, c'est qu'il y a une réelle souffrance. Et je vais essayer de lui dire, où as-tu mal en vérité, où as-tu mal? Et c'est quand on touche l'émotionnel que là, on touche au corps de l'homme. Et si je te disais, comme disait sœur Emmanuelle, depuis le 12 octobre, date de ton dernier témoignage avec ce nouveau témoignage qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bien entre les deux? J'ai grandi. Et je continue de grandir. Et je veux entraîner avec moi toute une horde de jeunes notamment dans cette aventure qu'est la vie. Et donc tu amènes les jeunes à la réflexion. Je les amène à s'écouter eux-mêmes, écouter l'autre, mais commencer par s'écouter soi-même. Ne pas se faire de cachotterie. Je remarque parmi les jeunes une pudeur incroyable. Ils sont mal, mais ils ont le sourire. Entre eux, ils ne vont pas parler de leur mal-être. Ils vont plaisanter. Ils vont écouter de la musique. Et toutes ces plaintes muettes, elles envahissent l'univers. Et elles l'empêchent de fonctionner harmonieusement. Est-ce que, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, ça t'évoque quoi, la méditation? Je trouve qu'il faut reformuler les mots. On vend de la méditation comme on vend un beefsteak aujourd'hui. Ce que je remarque, c'est que il y a un rapprochement de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient et de l'Occident, et qu'on va de plus en plus vers le monde est un village. Or, là-dedans, dans ce village, il y a des gardiens. Il y a des gardiens qui veulent un village tout beau, tout neuf, tout frétillant, et il y en a d'autres qui acceptent que leur prochain soit différent et qui s'enrichissent de cette façon-là. Si nous continuons comme ça, au moment où le monde devient village, si nous continuons à exclure une partie, ce ne sera plus un village, le monde, ce sera un cimetière. Donc la méditation, c'est un truc, une recette. Et donc la méditation, on peut dire que c'est aux bouddhistes, et la prière, est-ce que c'est la même chose, la prière, la méditation? Tu veux m'entendre dire cette phrase qui me plaît bien? Prier, c'est demander à Dieu. Méditer, c'est écouter Dieu. Vous pouvez remplacer le mot Dieu par ce que vous voulez. Mais l'écoute
écoutez-vous. Donc il y a une différence entre la méditation et méditer. C'est pas la même chose. La méditation, c'est du commerce. Et méditer, c'est, comme tu viens de l'expliquer, écouter Dieu. C'est être à l'écoute. À l'écoute de l'escargot qui passe devant vous, de l'étranger qui... Étranger, c'est quoi étranger? C'est étrange. Je suis d'origine polonaise et russe, ukrainienne. Mon grand-père disait, il faut être toujours reconnaissant au pays qui nous a accueillis. Et mon grand-père a fait 7 ans de colonie, comment on appelle ça, des... Goulag, non. Non, 7 ans de... Tu couperas là. Hein, Oui. de Légion étrangère, admirateur du général de Gaulle, admirateur de la littérature française. J'ai un héritage riche qu'il faut que je perpétue. Et j'espère pouvoir perpétuer l'héritage de mes grands-parents catholiques justes devant la nation et de mes grands-parents étrangers qui ont apporté leurs impôts, des enfants, des choses à la France. Voilà. Donc soyons à l'écoute. Tes grands-parents, tes parents étaient des commerçants? Des commerçants, le juif commerçant, oui. Oui, oui. Pas richissime, non. Mais pendant la guerre, je vais vous raconter une anecdote. La Gestapo est venue arrêter un monsieur qui habitait dans l'immeuble de mes grands-parents. Mes grands-parents avaient un magasin en bas de cet immeuble. Et quand ils sont venus arrêter ce résistant pour l'emmener à la torture, ma grand-mère a sorti toutes les croix de guerre de son premier mari qui est mort à la guerre 14. Donc, ses certificats de veuve de guerre, les croix de guerre de son deuxième époux, mon grand-père, qui était adjudant dans l'armée, qui avait fait la Légion. Et elle lui a dit « Courage et vive la France !» Et elle avait l'étoile jaune sur la poitrine, devant la Gestapo. Donc, elle reconnaissait son identité avec la France et que l'étoile jaune, c'était juste le fait de numéroter, C'est pour montrer le courage, ce que c'est que le courage. Et le courage aujourd'hui, ce qui est vraiment très dommageable pour l'humanité, le courage aujourd'hui, c'est d'aller au travail le nez au ventre. C'est le soir, après une journée de travail, rejoindre sa voiture pour y dormir. C'est le courage pour tous ces enfants qui sont scolarisés et qui dorment dans la rue. Mais ton métier que tu avais était tourné autour des autres aussi. C'est ce qui t'a permis aussi. Mais c'est en aidant les autres qu'on grandit. Tu étais éducatrice, c'est ça? Éducatrice de prévention, c'est-à-dire éducatrice dans la rue. On en voit de moins en moins aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui, des éducateurs de rue. Eh bien non, parce que... Je vous dirai pourquoi la prochaine fois. Ouais, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Merci Annick d'avoir participé à ce moment de témoignage. Ça me touche beaucoup de voir qu'on peut avoir toute sa tête quand les corps se débinent. Oui. Merci et à bientôt. Merci.